Merci de savoir que vous êtes très nombreux en train de nous suivre en ces moments. Madame, monsieur, bienvenue dans votre magazine qui vous affectionne bien dans vos maisons. Le magazine Autour du plan qui reçoit pour vous le président Georges Kapiamba qui est, donc il n'est pas quelqu'un à présenter, il est le président de l'association congolaise à l'accès à la justice. Avec lui, nous allons nous pencher sur la fameuse situation, comme vous le savez, avec l'arrestation du directeur du cabinet du chef de l'État, Vitali Kamere. Alors, on va rebondir. Quelles sont des mesures prises au niveau de la justice? Que pense Georges Kapiamba à ce sujet? Nous allons en parler, comme vous le savez très bien, et à qui déjà je dis bonsoir, président Georges Kapiamba. Bonsoir. Bonsoir à vous, bonsoir à tous les staffs de votre média ainsi qu'à tous vos téléspectateurs. Merci. Alors, comme je viens de faire mention au président Georges Kapiamba, avec l'arrestation de Vitali Kamere, on peut dire que c'est vrai chaudron bouillonnant en République démocratique du Congo. Alors, la question serait de savoir, lorsque Georges Kapiamba dit il existe des indices sérieux de culpabilité à charge de Vitali Kamere. Vous faites allusion à quoi concrètement? Bon, alors, je dois essayer d'être plus prudent sur les éléments qui entrent en ligne de compte de ce qu'on appelle indice sérieux de culpabilité. C'est quoi, au fait, indice sérieux de culpabilité? Il s'agit tout simplement d'un ensemble d'éléments, de preuves, qui peuvent être collectés dans le cadre d'une enquête judiciaire pouvant faire croire que la personne qui fait l'objet de poursuites est directement impliquée ou indirectement impliquée dans la commission de la dite infraction. Donc ce sont des premiers éléments sur base desquels le magistrat peut se fonder pour finalement décider du placement de quelqu'un sous mandat d'arrêt provisoire. Exact. Voilà. Alors, mais il y a des temps d'interrogatoire en cours de route, des temps d'épilogue par rapport à ça. Est-ce qu'un directeur du cabinet du chef de l'État peut-il aussi convoquer ou inviter par la justice pour un fait, bon, bien que le fait valable, je ne sais pas, mais est-ce que c'est vraiment ça autorisé concrètement, en vertu de quel article que ces derniers peut-il être convoqué ou invité par la justice? Alors, si je comprends bien la question, elle viserait à savoir si un directeur de cabinet du chef de l'État, dans l'état actuel de la législation congolaise, serait-il bénéficiaire de privilèges de poursuite ou de juridiction? Je vous réponds directement en disant que, au regard de la législation, de tout ce que nous avons comme texte juridique aujourd'hui, il n'est pas bénéficiaire de privilèges de juridiction, moins encore de poursuite. Donc, il peut être invité ou appelé à comparaître devant un magistrat du parquet ou devant une juridiction lorsqu'il est considéré qu'il a des liens avec la commission d'une infraction. Et pour ça, on ne peut même pas discuter davantage. Je sais que lorsqu'on lui avait envoyé la première invitation du 4 pour qu'il comparaisse les 6, un débat s'était développé tout autour de tout ça, mais c'était un faux débat. Parce qu'il n'y a aucun texte, même l'ordonnance portant sa nomination, ne lui accorde pas ces privilèges-là. J'ai entendu, parce qu'il faut être aussi complet sur la question, quelques personnes soutenir qu'il a les rangs du vice-premier ministre et que par conséquent, le vice-premier ministre étant bénéficiaire de ces privilèges, conformément aux articles 153 de la Constitution et 80 de la loi portant la procédure devant la Cour de cassation, et qu'il peut en bénéficier, nous répondons. D'ailleurs, cela s'est vérifié avec la suite des événements, qui n'en bénéficient pas. Il y a eu effectivement une ordonnance du président de la République portant égalisation ou l'équivalence de traitement et avantages sociaux entre les membres du cabinet du président et les membres du gouvernement. Mais cette ordonnance n'avait pas comme vocation de leur aussi accorder
ces privilèges qui restent à ce jour seulement du domaine de la loi. Ça commence dans la Constitution en ce qui concerne les membres du Parlement, les membres du gouvernement et aussi certains membres du pouvoir judiciaire. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres plus hauts fonctionnaires de l'État comme les agents de services de renseignement qui en sont aussi bénéficiaires de par la volonté d'une loi portant organisation des dits services. Et donc, dans son cas ici, il n'existe pas une loi qui accorderait ce genre de privilèges aux membres du cabinet du président de la République. Vous ne pensez pas que ceux qui y ont envoyé Vital Kamerhe à la prison, ou encore moins ceux qui sont derrière les dossiers ou encore les faits, ne volent-ils pas le principe de privilèges attachés aux fonctions du directeur du chef de l'État? Est-ce que cela ne va pas handicaper les bons fonctionnements de cette institution, de la République? Non, je venais de rappeler ici que sur le plan formel, un directeur de cabinet du chef de l'État, comme tous les autres membres de ce cabinet, ne bénéficie pas de privilèges, contrairement à ce que certaines personnes essayent de soutenir. Ça n'existe pas. Le reste là n'est qu'une façon de vouloir créer des obstacles pour empêcher la justice à faire son travail. Alors, est-ce que ces poursuites peuvent-ils influencer négativement sur le fonctionnement de la présidence de la République? Non, pas du tout, parce que c'est ça que nous devons finalement, nous les Congolais, intérioriser. C'est que il y a un principe qui dit, c'est un principe fondamental qui régit les services de l'État, c'est que les personnes peuvent passer, mais les services continuent, ce qu'on appelle le principe de continuité des services de l'État. Et c'est la raison pour laquelle il est toujours organisé un chef, un titulaire, avec des adjoints. Et les adjoints, généralement, sont là, c'est pour assurer l'intérim en cas d'empêchement du titulaire. Donc, il ne peut pas être aujourd'hui considéré que le fait qu'il soit mis dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, ça va paralyser les services de la présidence de la République. Pas du tout. Vous ne pensez pas que pour répondre justement à la question que beaucoup de personnes se posent, c'est de l'humiliation pour la personne, encore moins c'est un acharnement contre la personne de Vital Kamerhe. Il y a aussi des politiques qui sont derrière ces dossiers. Alors comment expliquez-vous ces paradoxes, Georges Kapiamba? Ces gens ont tort, totalement tort. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas considérer que le fait pour la justice de décider de placer quelqu'un en détention provisoire constituerait une humiliation. Quelle humiliation? Parce que c'est ça même la marche de la société. Nous avons, nous les Congolais, à travers notre constitution, et les gens doivent relire les préambules de notre constitution, nous disons que nous, le peuple congolais, nous avons décidé de construire au cœur de l'Afrique un état de droit. Et dans cette perspective d'un état de droit, il y a un élément fondamental, c'est la séparation des trois pouvoirs. Pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Lorsque l'un des pouvoirs, un des membres de l'un des pouvoirs pose ses actes dans les limites de ses fonctions, ses prérogatives, bien que cet acte-là est de nature à limiter les libertés de quelqu'un, on ne peut pas appeler ça humiliation. C'est l'accomplissement d'une volonté populaire parce que les lois de la République sont votées, promulguées, exécutées au nom du peuple congolais. Et donc, les gens oublient toujours quand nous disons que la force revient à la seule la loi. Ils ne comprennent pas le sens qu'il y a derrière, c'est-à-dire philosophiquement, ça veut tout simplement dire que lorsque vous allez violer la loi de la République, il faut savoir que la force de la loi pourra s'abattre sur vous au nom de l'ensemble de la population. Exact. Donc il n'y a pas à parler ici ni d'humiliation, ni d'acharnement. Mais vous affirmez au moins qu'il y a une main noire derrière ça. Non, il n'y a pas de main noire. Comment il peut y avoir de main noire? La justice accomplit son devoir, qui est celui de rechercher les infractions, les auteurs et les complices, éventuellement les arrêter quand c'est nécessaire, en vue de pouvoir les présenter devant les juges. Et dans les cas d'espèce, il ne faudrait pas que les gens oublient que les enquêtes ont commencé au mois de février.
Les enquêtes ont commencé à la suite d'ailleurs de la volonté exprimée par le président de la République qui a suivi, qui a écouté les appels de la population. Et tout s'est accentué au mois de janvier, février, à la suite des difficultés de transport, de déplacement qui s'étaient accumulées dans la ville de Kinshasa. Et jusqu'à d'ailleurs aujourd'hui. Et les gens ont commencé à crier. Rappelez-vous qu'il y a eu du côté de l'entrée de la ville, il y a eu même certains montages de tôles à certains points, des sauts de moutons qui ont été même enlevés par la population parce que les gens en avaient marre. Et donc, le chef de l'État a entendu les voix de ce peuple, a compris qu'il y avait un problème, mais parce qu'il y avait un problème, il fallait chercher l'origine de ces problèmes. Il a été constaté que les travaux n'étaient pas terminés dans les temps parce qu'il y avait des détournements. Okay. Mais pour arriver à identifier les détourneurs et la hauteur de ces détournements, il fallait que la justice fasse son travail. C'est comme ça qu'à l'issue d'un des conseils des ministres, au mois de février, il avait été décidé que le vice-premier ministre, ministre de la Justice, fasse une injonction à la justice, ce qui est prévu par la loi, pour qu'une enquête globale et exhaustive soit menée. Et l'enquête a commencé, il y a eu déjà plusieurs personnes qui étaient arrêtées, et c'est cette enquête qui a permis d'ailleurs que l'ancien DG de la Robank puisse être amené à pouvoir faire rembourser au Trésor public 35 millions de dollars sur 37 qui ont eu à disparaître à travers leur circuit en violation des lois de la République. Et le responsable de Safricas aussi a dû rembourser au Trésor public 2,5 millions de dollars. Okay. Et donc c'est la suite de cette action-là qui est menée au nom du peuple congolais parce que la justice est rendue au nom du peuple congolais et les décisions de la justice sont exécutées au nom du président de la République. Donc nous devons en être fiers, nous les peuples congolais, parce que c'est ce que nous avons voulu et le président a compris les appels des Congolais et il a donné une impulsion en tant que garant du bon fonctionnement des institutions pour dire la justice, faites votre travail en toute indépendance. Président Georges Kapiamba, vous travaillez de mèche avec la justice congolaise. Alors, en collaboration. En collaboration, voilà, merci de me compléter. Exact. Alors, la question serait de savoir, en vous entendre parler, vous saluez la perspicacité légendaire de la justice congolaise. On peut dire que vous êtes pour cette démarche. Bien sûr, parce que je peux vous dire que pour ceux qui me connaissent, ça fait plus de 30 ans que je suis dans les combats associatifs autour des valeurs d'un État de droit et de la lutte contre l'impunité pour un État démocratique. Et que nous avons toujours considéré, comme tous les autres, plus de 80 millions de Congolais, que nous pensons que seule la justice peut aider notre pays aujourd'hui à mettre fin à la paupérisation du Congolais. Okay. Parce que tous les moyens qui sont produits par l'État congolais, par les Congolais, sont des moyens qui se volatilisent, qui, au lieu d'entrer dans les caisses de l'État, sont directement capturés par un groupe d'individus, principalement ceux qui sont à la charge de l'exécution des institutions de l'État, malheureusement. Donc, ce sont des Congolais, un groupe de Congolais qui a toujours cru qu'il faut, lorsque vous arrivez à un poste de responsabilité, c'est l'occasion pour vous de vous enrichir votre famille biologique ou votre famille politique. Mais entre-temps, ce sont les pauvres Congolais qui souffrent. Moi, quand je circule, comme aujourd'hui j'ai circulé sur les boulevards de Kinshasa, mais j'ai vu, j'ai constaté, j'ai admiré avec fierté le travail que mes compatriotes qui ont décidé de servir sous les drapeaux, c'est-à-dire les policiers, les militaires sont en train d'abattre, les hommes, les soignants qui sont là en train de s'occuper de nous tous, les Congolais. Mais ces gens ont droit à une meilleure rémunération, un bon traitement. Mais ces gens ne peuvent pas avoir accès à ça lorsque tous les moyens de l'État, l'argent de l'État, est détourné systématiquement par certains dirigeants. Donc il faut y mettre fin. Et aujourd'hui, nous appuyons le travail de la justice parce que la justice nous permet, comme on l'a dit, la justice élève une nation, va permettre aux Congolais de savoir que désormais,
il faut avoir peur du bien de l'État, les biens communs. Les gens n'avaient plus peur des biens de l'État. Regardez ce qui s'est passé durant les dernières années. Vous êtes ministre, mandataire, mais quand les fonctions prennent fin, vous prenez tous les biens qui ont été mis à votre disposition pour exercer les fonctions, vous partez avec, il n'y avait pas de contrôle. Ça doit prendre fin pour le bonheur de tous les Congolais. Ça doit prendre fin, belle mise au point du président Georges Kapiamba, que nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau de Télé Plus, dans le cadre de son magazine domiciliaire autour du plan. Alors justement, président, avec vous, vous ne pensez pas que cela pourrait-il entacher les relations entre l'UNC et l'UDPS, pour ne pas dire les caches du point de vue politique? Alors, qu'est-ce qu'on peut s'attendre par rapport à cette situation? Parce qu'on ne sait pas à quel sens c'est voué. Déjà, les voix s'élèvent. On ne sait pas. Alors, vous, en tant que cadre, quelqu'un très écouté aussi par le public, qu'est-ce que vous allez conseiller, n'est-ce pas, à ces deux familles politiques entre l'UNC et l'UDPS? C'est parce qu'on ne sait pas, on se dit souvent que Vitali Kamere est abandonné à son triste sort. Alors, deux petites choses. La première, c'est que ce qui doit être conseillé, c'est ce que les Congolais exigent. D'accord. La majorité des Congolais et Congolaises exigent quoi? La restauration de l'état de droit. Ça, c'est de un. Deuxièmement, dans le cadre de ces enquêtes, que ces enquêtes se poursuivent jusqu'au bout, tout en veillant à ce que les droits de la défense, que ce soit de Vital Kamere, que ce soit de tous les autres qui seront entendus, soient respectés. Et sur ce point-là, nous sommes contents parce que les parquets, que ce soit le parquet général de Kinshasa Matete ou celui de Kinshasa Gombe, respectent les droits de la défense. Il n'y a pas de reproche à faire. Et en fait, ce que les Congolais souhaitent, c'est quoi? Que tout celui qui aura bénéficié de la situation de corruption, de détournement des fonds alloués, notamment à ces travaux de 100 jours du président de la République, puisse être contraint à rembourser. Ils doivent rembourser cet argent. Voilà pourquoi nous avions à son temps salué le comportement, la collaboration de l'ancien responsable de l'Arobank. Ils ont remboursé 35 millions, même si c'était 35 sur 37. Il reste encore 2 millions, mais il a bénéficié de la liberté provisoire. Et donc la justice aujourd'hui, c'est que ce qu'il faut, c'est que les Congolais veulent, c'est quoi? Que tous ces gens qui se sont permis de mettre la main sur l'argent qui devait servir à résoudre les problèmes de tous les Congolais puissent être obligés à restituer cet argent. Un point barre. Alors, pour la suite, il faudrait maintenant que ceux qui sont là, qui vont recevoir ces moyens, les utilisent en tenant compte des règles que nous avons mises en place, mais en tenant compte des besoins de la population. Exact. Voilà. Alors, merci, Président Georges Kapiamba, toujours avec vous. Alors, l'idéal serait aussi, parce qu'on en parle aussi, les deux présidents, plutôt les deux ministres en fonction, celui de finances et celui du budget. Alors aujourd'hui, c'est le directeur du cabinet du chef de l'État qui est victime, alors que ces deux autres personnalités sont aussi censées, n'est-ce pas, décaisser l'argent de la caisse du trésor public. Alors pourquoi ces derniers ne sont-ils pas concernés, rien que les directeurs du cabinet du chef de l'État? Non, c'est-à-dire les gens doivent savoir. C'est vrai que c'est une nouvelle culture qui commence petit à petit à se développer dans notre vécu quotidien. La justice enquête suivant une méthodologie bien précise. Les magistrats ne peuvent pas appeler au même moment, les mêmes jours, à la même heure, tout le monde. Exact. Et le procédé va par palier. J'ai rappelé ici que ces enquêtes ont commencé au mois de février. Et d'ailleurs, avant qu'on arrive aux enquêtes, rappelez-vous que les cris des Congolaises et des Congolais ont commencé depuis l'année... Avec la construction des sauts de moutons. Même pas. Et les révélations ont commencé à sortir, qui étaient principalement soutenues par les organisations de défense des droits de l'homme que nous sommes, parce que nous recevions des informations et nous dénoncions. Et donc, chaque chose a son temps. Qu'on laisse la justice qui est en train d'aller par palier, je suis sûr que
au regard de l'évolution des enquêtes, ils vont finir par entendre tout le monde. Mais ils ne vont pas entendre même ceux qui ne sont pas concernés directement par les enquêtes. Si par exemple il est constaté que l'actuel ministre des Finances n'a posé aucun acte qui peut avoir contribué à la dissipation de l'argent de l'État, c'est-à-dire au détournement de l'argent de l'État, le parquet ne va pas l'inviter. Pour quelle raison? Il en est de même pour les ministres des budgets. Donc ils auront à entendre tout le monde et tout le monde doit s'y soumettre. C'est lui qui va refuser de collaborer avec la justice, s'en prendra qu'à lui-même. C'est la raison pour laquelle, vous savez, lorsque la première invitation avait été envoyée à Vital Kamerhe, nous, à la CAGE, nous avions publié déjà les 5 un communiqué l'appelant formellement, solennellement, à collaborer, à les répondre. Mais on a constaté qu'il y avait une sorte de résistance, ce qui n'était pas une bonne attitude. Donc un bon citoyen, un bon républicain, c'est celui qui s'est déféré, respecté, aller répondre à toute invitation, tout mandat qui provient de la justice. Et nous avons tous aussi, vous les médias et nous, défenseurs des droits de l'homme, l'obligation de sensibiliser notre peuple, nos citoyens, que désormais, lorsque une autorité vous envoie une invitation, police, administration, allez répondre. Ne cherchez pas à monter les enchères pour rien. Parce qu'en refusant, vous allez lui donner l'occasion maintenant de recourir aux moyens de contraintes. Et ça sera trop tard. En fait, si on comprend bien, en se basant sur un raisonnement actif et cohérent, la justice avait fustigé cette mauvaise attitude de Vital Kamerhe. Je m'imagine, qui ne s'est pas présenté le jour de sa convocation, encore moins de son invitation. Voilà. On peut dire que c'est là agendé tout ceci, comme ça. Moi, je suis un praticien, ça fait plus de 18 ans que je l'ai fait. J'ai au moins assisté beaucoup de personnes. Je répète que ce sont des éléments qui peuvent jouer en votre faveur ou en votre défaveur. Lorsque une autorité judiciaire vous envoie une invitation, d'abord l'invitation n'était pas obligatoire. On aurait dû lui envoyer même un mandat. Mais lorsqu'on vous envoie une invitation, ça veut dire qu'on vous respecte. Et vous, quand vous recevez cette invitation, il faut aussi qu'au retour, qu'on sente que vous exprimez le même respect vis-à-vis de cette autorité. Mais quand vous ne le faites pas, mais vous lancez un mauvais message à l'autorité judiciaire qui va dire, ah bon, moi qui pouvais même vous envoyer un mandat d'amener, je vous envoie une invitation, une manière de vous respecter, vous faites ça. Alors maintenant, je vais utiliser les moyens, les contraintes qui sont à ma disposition. Ça, c'est de 1. De 2, regardez tout ce qui s'est développé tout autour comme réaction à caractère politique à travers son parti ou ses proches. Ce n'était pas bon. C'était pas bon parce que vous ne pouvez pas vous mettre vous mettez dans une position où vous attaquez au magistrat. Les gens ont traité le magistrat de corrompu, des gens manipulés, des gens au service de la politique. C'était pas bon. Troisièmement, lorsque la deuxième invitation est envoyée pour comparaître les 9, mais on a vu que le leader est allé là-bas avec beaucoup de ses sympathisants. Alors que nous sommes pendant une période où le président de la République a déjà décrété l'état d'urgence avec interdiction de plus de 20 personnes. Et la bousculade qui s'est développée immédiatement devant même l'entrée. Et l'autre, le jour-là, on n'a pas respecté. On n'a pas respecté. Alors, quels étaient les signaux? Les mauvais signaux envoyés, ça veut dire les magistrats ont compris. Donc, si aujourd'hui nous les laissons repartir, parce que les gens semblent reprocher qu'il a une adresse bien connue, on pouvait le laisser partir. Mais les magistrats évaluent la situation. Il s'est dit, mais si je le laisse partir, quelqu'un qui s'est fait accompagner, qui a mobilisé ses proches de cette manière, est-ce que ça sera facile? Est-ce que ça ne pourra pas contribuer au trouble de l'ordre public? Il peut à ce moment-là, la loi lui reconnaît ce pouvoir de vous placer entre les 4 murs parce qu'au moins là, il a une surveillance sur vous. Il peut vous avoir en face de lui à tout moment. Donc ce sont des éléments, il faudrait que les gens comprennent qu'à l'avenir, vous êtes appelés par la justice, il faut aller de manière prompte répondre. C'est votre attitude qui pourra jouer en votre faveur ou en votre défaveur. Si vous lancez dans des gymnastiques, des déclarations qui vont dans le sens de créer un bras de fer avec la justice,
elle a tous les moyens. Elle va préjudice. Ah oui, la force revient à la loi. Alors, au regard de cette problématique, Georges Kapiamba, que pensez-vous de l'avenir politique de Vital Kamerhe? Alors, ça sera à lui-même de choisir. Et comme nous sommes des défenseurs des droits de l'homme, nous disons, bien qu'il soit aujourd'hui sous mandat d'arrêt provisoire, qu'il soit poursuivi, il joue encore de la présomption d'innocence. Il se ferait que, ou se pourrait que, au bout de l'instruction, qu'il soit par exemple blanchi. À ce moment-là, ça va lui permettre de reprendre normalement ses activités. Mais si sa culpabilité est établie, je crois que ça pourra plomber sa carrière politique. Ouais. Belle mise au point de Georges Kapiamba. Ouais. Alors, Président, avec vous, nous allons parler de la seconde phase, appelons ça comme ça, celle de la pandémie qui décime la vie humaine, on ne sait pas, qui dépasse même la vie collégiale des chercheurs scientifiques. Alors on a vu tant de fonds, beaucoup de fonds alloués qui n'entrent on ne sait par où. Alors vous êtes là. D'abord, parlez-nous un peu de cette pandémie. Président Georges Kapiamba, vous circulez les rues de Kinshasa avec des décisions telles que dictées par le chef de l'État, par le truchement même du premier citoyen de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila. Alors, comment vous avez d'abord jugé les confinements avant d'entrer, les confinements de la commune de la Gombe, avant d'entrer dans le méandre de notre sujet? Oui, je sais qu'il faut d'abord qu'on se rappelle que la pandémie coronavirus, mieux Covid-19, est une pandémie qui est en train de décimer des morts. Et qu'elle constitue aujourd'hui une menace sérieuse contre l'avenir de notre pays. Exact. Parce qu'on voit ce qu'elle est en train de créer comme ravage, même dans des pays les mieux outillés, comme les États-Unis, l'Europe, on se rend finalement compte que c'est une vraie guerre. Et les autorités politiques de notre pays, entendez par là, le président de la République a pris un certain nombre de mesures dans le but de pouvoir à la fois stopper cette pandémie, mais principalement stopper sa propagation. C'est comme ça que pour les besoins de la protection de nos vies, il a été décidé d'isoler la ville de Kinshasa par rapport aux autres provinces. Ça a créé des tensions. Voilà, c'est vrai qu'il y a... Il est revenu sur sa décision. Oui, oui, ça porte, les gens disent, mais cela est une atteinte aux libertés. Je dis bien sûr, vous devez savoir que les libertés publiques peuvent être aussi limitées pour les besoins de la sauvegarde de l'intérêt général. L'intérêt général, c'est quoi? C'est protéger les vies des milliers de Congolais. Exact. Alors, au niveau de la ville de Kinshasa, c'est vrai que, sans oublier au niveau national, il y a eu un peu une sorte de télescopage, un peu de flottement dans la communication. Au niveau gouvernemental et puis au niveau de Kinshasa. Il y a eu des tâtonnements au début, il faut confiner toute la ville de Kinshasa sans avoir tout mis en œuvre. Et puis on est au confinement de la commune de la Gombe. Exact. Bon, les conséquences sont là, mais nous devons accepter parce que c'est pour protéger les vies humaines. Seulement, nous devons regretter le fait que nous sommes un pays où nous nous retrouvons sans hôpitaux publics de qualité. Donc la prise en charge aujourd'hui pose problème. Avec le manque de matériel qui pose problème. C'est ça. Et ça nous ramène encore à la question aujourd'hui de la nécessité de soutenir le travail de la justice. Parce que les gens doivent se rappeler que dans ce pays, nous avons reçu beaucoup d'argent. On a mobilisé beaucoup de fonds pour dire qu'on va construire, rafitoler tout ce qu'il y a comme les hôpitaux, acheter les nouveaux matériels. Mais aujourd'hui, on se rend compte, au vu de cette pandémie, que nous n'avons que des mouroirs. Nous n'avons que des mouroirs. Et donc, le peuple congolais était dans une situation où il ne peut pas être pris en charge sur le plan médical. Alors, il faut repartir à zéro, retravailler, et le gouvernement est en train de fournir beaucoup d'efforts. Nos partenaires aussi, multilatéraux et bilatéraux, sont en train de nous apporter leur aide
c'est déjà une bonne chose. Mais il faut que nous soutenions les efforts qui tendent à récupérer tout l'argent volé à l'État pour que, à terme, dans le cadre de la réhabilitation des infrastructures sanitaires, que nous ne puissions plus un jour nous retrouver dans un état comme celui d'aujourd'hui. Vous êtes aussi en pied d'œuvre de regarder encore moins, de surveiller de près tout comme de loin par rapport à tous ces fonds alloués pour, contre ces coronavirus. Je ne sais pas si déjà une enquête a été déjà ouverte de la part de la KJ, oui, parce qu'il y a beaucoup bien de sûr, nous y travaillons, nous restons, nous faisons des monitoring. Oui, alors par rapport à toutes ces démarches-là, à tous ceux qui font de cette pandémie leur commerce, qu'est-ce qui prévoit à KJ? Alors, la KJ, nous avons renforcé notre monitoring de terrain. C'est comme ça que nous avons participé à la phase de plaidoyer auprès du président de la République, Premier ministre. Nous avions écrit des lettres, nous avions fait même des communiqués, des conférences de presse pour faire mettre en place rapidement une structure devant encadrer les fonds nationaux de solidarité contre le coronavirus qui avait été créé par le chef de l'État. Et ça vient de se concrétiser par l'ordonnance rendue publique il y a 3-4 jours. Une ordonnance signée par lui. Voilà, c'est déjà une très bonne chose. Maintenant, nous attendons la nomination des membres de la coordination et aussi la désignation des membres du comité de pilotage. C'est bien de créer cette cellule-là, mais les fonds déjà alloués, où est-ce que tous ces fonds-là... Oui, nous savons, selon ce que j'ai entendu du ministre de la Santé hier, il a fait la mise à jour, il a dit que le gouvernement a déjà alloué 2,800 millions, donc 2 800 000 $ pour soutenir le travail des sanitaires sur terrain. C'est déjà une bonne chose. C'est vrai que le problème qui se pose, c'est comment la gestion va-t-elle se faire. Et alors pour ça, je crois que nous avons déjà une mauvaise expérience avec la gestion des fonds qui ont été collectés à l'occasion de la riposte contre les virus à Ebola. Il y a eu des détournements. C'est ce qui a fait que la justice, encore, elle, nous a aidés à condamner l'ancien ministre, Odi Ilunga, et son conseiller financier aux peines de 5 ans de travaux forcés. Ils sont tous à Makala. Et avec aussi des peines subsidiaires. Donc vous allez également faire la même démarche voilà, par rapport à cette pandémie. Voilà, nous allons continuer à faire notre monitoring comme d'habitude, toutes les informations que nous recevrons de part et d'autre, mais c'est l'occasion aussi de sensibiliser tous ces dirigeants, ces décideurs à qui le Trésor public donne les moyens du contribuable congolais pour pouvoir résoudre ces problèmes, faire face, d'utiliser ça en bon père de famille, de respecter les procédures de dépenses de l'État, être en mesure de veiller à ce que leurs collaborateurs ne puissent pas verser dans des détournements, parce que s'ils laissent faire, au finish, ils doivent savoir que les ONG des droits de l'homme, nous reviendrons après la pandémie, nous allons continuer à fouiner comme d'habitude, et si nous constatons qu'il y a eu des malversations, nous allons ressortir ça sur la surface, nous allons mobiliser notre peuple ainsi que la justice pour que ces gens soient poursuivis. Donc, il est plus que temps pour eux, comme c'est encore au début, avec tous les signaux qui sont lancés aujourd'hui par la justice, de faire très attention, de gérer cet argent avec beaucoup de précaution, c'est ça. Toutes les institutions sont en berne, mais cela n'empêche la justice de faire son travail en collaboration avec AKJ. Alors la question serait de savoir, donc l'affaire ne résout pas seulement en arrêtant les gens qui font le détournement et autres, mais aussi la perte en vies humaines, parce qu'on nous apprend qu'avec les fameux vaccins qui posent problème, un sérieux problème, alors quel sera l'apport, encore moins l'attitude de l'AKJ face à cette situation? Alors, avant d'aborder ça, je voudrais tout simplement dire il s'agit d'un maître aussi. Oui, ce que nous voudrons, sur quoi nous travaillons maintenant, c'est de voir, dans la perspective de l'organisation des procès en rapport avec les détournements, comment est-ce que nous pourrons mobiliser certaines victimes, des personnes qui ont perdu le leur
à cause de ces détournements. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, vous savez, qui sont décédés parce que dans leur zone, dans leur milieu, il n'y avait pas de médicaments, il n'y avait pas de structures de prise en charge. Exact. Et donc, nous allons voir comment préparer toutes ces personnes pour que les jours où il y aura des procès, ces gens pourront se constituer comme partie civile dans les procès pour réclamer des remboursements ou des indemnisations. Alors, vous avez posé la question maintenant de savoir, mais qu'est-ce qui doit être fait à la fin? D'abord, les services de l'État, les institutions ne sont pas en berne, elles travaillent, mais il y a seulement un service minimum. Nous les encourageons à continuer à faire ce travail pour le bien des Congolais, mais en veillant à ce que les actes de corruption et de détournement ne puissent plus se commettre. Mais s'il y en a, parce que ça ne pourra jamais manquer, il faudrait que les responsables qui en auront au moins connaissance les réfèrent rapidement à la justice. Pensez-vous vraiment que la justice congolaise est-elle à la hauteur par rapport à ses responsabilités? Alors, la justice congolaise, c'est le pouvoir judiciaire. Elle est constituée des magistrats et des agents judiciaires, ainsi que les corps qui représentent la défense, c'est-à-dire les barreaux, les avocats. Nous avons des éléments qui sont capables aujourd'hui de relever les défis. La preuve est que, après tout simplement la mise en place que le président de la République a faite dans la magistrature, nous avons déjà de bons résultats. C'est la première fois, et je rappelle, il faut que les gens retiennent, parce que j'entends les gens dire, mais on a arrêté ces gens-là, on les a libérés. On ne les a pas libérés comme ça. Ils ont la liberté provisoire. Dans la répression des actes de corruption et de détournement, il y a deux objectifs. À la fois, aider l'État à récupérer les biens qui lui avaient été volés, mais aussi faire en sorte que ces gens soient un jour condamnés. Mais dans un premier temps, les parquets ont aidé l'État à récupérer son argent. Et c'est déjà de bons résultats et nous devons nous en féliciter, féliciter nos magistrats. Deuxième chose, c'est ça, sur ça que je voulais peut-être chuter, c'est de demander davantage au gouvernement. Et je sais que le président est sérieusement sensibilisé sur ça, mais à notre gouvernement, Premier ministre et tous les autres membres du gouvernement, de réfléchir pour que, à l'avenir, lorsque le prochain budget sera élaboré, qu'il y ait suffisamment de moyens financiers et matériels alloués au pouvoir judiciaire, de manière à lui permettre de travailler pour ainsi limiter tous les actes de corruption, de détournement, qui sont les seules actions pouvant rassurer au gouvernement d'engager beaucoup de recettes et ainsi résoudre les problèmes de la population. Aujourd'hui, l'argent se perd toujours dans des poches des gens. Regardez dans la plupart des régies financières que nous avons, DGDA, OCC, pour ne citer que celle-là. Mais les gens s'amusent avec l'argent. Aujourd'hui, vous allez voir quelqu'un qui ne sait pas justifier les moyens, mais il achète beaucoup de biens. On devra aussi mettre en place un service, un système de surveiller la vie réelle des gens, de sorte que quand vous menez une vie ostentatoire qui dépasse largement votre revenu, on peut vous faire interpeller pour dire, monsieur, expliquez-nous comment vous avez ça par rapport à votre revenu. Justement, Félix Tshisekedi, le président de la République, qui lors de son adresse à la nation, devant les parlements réunis au Congrès, les deux chambres réunies en Congrès, il avait fait mention selon laquelle de permettre en fait de la visibilité des salaires de tout homme d'État. Mais jusque-là, cette démarche n'a pas été... nous devons, vous les médias et nous, continuer à rappeler à Monsieur le Président, vous aviez promis de faire connaître à votre peuple votre salaire, votre rémunération, ainsi que de l'ensemble des plus hauts responsables de la République, pour donner un exemple. Monsieur le Président, travailler pour donner effet à cette promesse. Est-ce que cela sera-t-il possible? C'est possible. C'est possible. D'autant plus qu'on accuse la justice congolaise qui fait preuve de beaucoup de corruption. Je ne sais pas de votre part comment expliquez-vous ces paradoxes, parce que notre justice est vraiment fait le travail à décrier. On ne sait pas à quel sens c'est voué. Moi-même ici, nous travaillons chaque jour sur notre monitoring. Il y a encore
un certain nombre de choses à faire au sein de la justice elle-même. À la fois, nous disons que les responsables de la justice, au moins les nouveaux qui viennent d'être nommés, parce que moi, je les ai rencontrés. Et ils connaissent bien les attentes du peuple congolais. C'est de voir les antivaleurs du type corruption, trafic d'influence extirpés de la justice, pour que les magistrats deviennent réellement des hommes et des femmes de référence. Et c'est ça même ce que le président avait dit, qu'il souhaiterait que la justice soit gérée par des hommes et des femmes d'une intégrité morale irréprochable. Et donc, je crois que c'est vraiment en marche. Hein? En marche, nous veillons à la fois sur l'action, la répression qu'elle doit faire contre ceux qui volent, ceux qui se livrent à la corruption, mais nous faisons de sorte que cela aussi se répercute au sein de la justice, parce que si nous n'avons pas de magistrats intègres, si tout le monde ne l'était pas, on n'allait pas voir les résultats aujourd'hui. Les 35 millions, là, vous savez ce qui se faisait avant? C'était on vous invite, quand vous êtes ce qu'on appelait gros poisson, vous allez en justice, les gens minimisaient, disaient non, ces magistrats, il faut lui amener seulement 3 000, 5 000 $, les dossiers est clos. Mais ce n'est plus le cas maintenant. Les gens doivent être très, très attentifs au travail, au réveil de la conscience même des magistrats. Ils sont aussi citoyens parmi nous. Ils ont compris que s'ils travaillent dans de mauvaises conditions matérielles, c'est parce que l'État n'a pas de moyens. Il faut contribuer maintenant à produire ces moyens. Vous venez de dire que oui, nous devons rappeler au chef de l'État de ce qu'il a dit lors de son adresse au Parlement. Mais à ce que je sache, c'est le chef qui donne une vision, c'est au gouvernement d'exécuter. C'est ça. Alors, en lieu et place d'interpeller le chef de l'État, pourquoi ne pas le faire pour le gouvernement? Non, c'est-à-dire nous commençons par le président de la République, parce que c'est lui le représentant numéro 1 du peuple congolais. C'est lui qui porte, c'est lui qui a exposé les promesses, qui a pris les engagements. Alors c'est quoi? Alors, quel est maintenant le rôle du gouvernement? Le gouvernement doit exécuter. C'est vrai que le chef de l'État doit donner une impulsion. C'est lui qui doit, de par son leadership, faire en sorte que tout ce qui avait été promis puisse s'exécuter. C'est ça. Oui, on accuse, on dit qu'il y a beaucoup de rattrapages, beaucoup de choses, de faits. Donc la justice congolaise fait preuve de beaucoup de corruption, appelons ça comme ça. Alors, que pensez-vous de l'avenir de la justice congolaise face à cette situation? Est-ce que la justice fait vraiment son travail? Elle est en train de se réveiller. Ne manque jamais. Mais est-ce qu'il fait vraiment son travail comme il faut? Bien sûr, la justice, je peux prendre... Puisque vous êtes en collaboration avec la justice, vous connaissez très bien les réalités sur terrain, peut-être. Non, il faut faire confiance. Moi, je pense que la justice, les hommes et les femmes qui sont membres de ce corps sont en train de se réveiller. Avec tous les résultats engagés ces derniers temps, il faut que les gens comprennent qu'ils ont compris, qu'ils sont membres de notre communauté et que la souffrance des autres, c'est aussi leur propre souffrance. Et qu'il faut mettre fin. Et ce sont des hommes et des femmes qui ont étudié, ils peuvent vivre mieux de leur propre salaire, de leurs propres avantages légaux, que de continuer à vivre sur base de la corruption. La plupart d'entre eux, c'est aussi des chrétiens. Donc, faisons leur confiance, accompagnez-le. Mais des chrétiens, ils ont l'amour de l'argent, mais ils ne pensent même pas à ce petit peuple. Ce sont des anciennes pratiques. Je m'imagine. Ils souffrent de la famine et tant d'autres, ils s'enrichissent, alors que le peuple congolais ne sait pas quel saint s'est voué, qui passe toutes les nuits en jeûne, appelons ça comme ça. Est-ce que vraiment... des partants de leur religion, est-ce qu'ils ont vraiment un cœur? Ils ont un cœur. La preuve, c'est que beaucoup d'entre eux, je venais de donner l'exemple ici, de dossiers où il y a eu beaucoup de millions, il y a eu même des tentatives de corruption, mais ils ont repoussé ça. Donc ça veut dire qu'ils prennent conscience, faisons leur confiance, mais restons mobilisés et vigilants. Exact. Pour que ça ne puisse pas être des faits d'annonce, comme certains le disent, et qu'il puisse y avoir une sorte de reculade de plusieurs années. Mais je fais confiance aux nouveaux responsables de la justice, parce que pour avoir parlé avec eux tous et avoir vu déjà que leurs promesses se traduisent dans les actes, que ça va aller. Et aussi le président de la République est là avec le gouvernement. S'il y a des débordements, il faut qu'on signale ceux qui débordent pour qu'ils soient sanctionnés. Donc la sanction doit revenir
à la fois au sein de la gouvernance générale de notre pays, mais aussi au sein du pouvoir judiciaire, de la justice. Alors, Akaji travaille maintenant aux côtés de la justice congolaise. Nous collaborons avec comme les autres institutions. Mais comme les autres institutions. Voilà. Aujourd'hui, Akaji aide la justice à bien faire son travail. On peut dire que Akaji, encore moins son président, fait preuve de beaucoup de menaces. Non, je n'en ai pas reçu depuis lors. Non, 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 il n'y en a pas. Avant, on était tout le temps sous menace, mais depuis lors, nous travaillons, mais cela ne nous empêche pas d'être prudents. Ah oui, 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 il faut être prudent. Parce qu'il y a beaucoup de criminels et aussi il y a des gens qui nous en veulent à tout moment. Il ne faut pas trop s'exposer. Voilà. Donc, depuis lors, la situation est devenue à la normale, il n'y a pas de menaces. Et parmi les dossiers qui vous sont parvenus, vous avez déjà été une fois à la hauteur ou encore même vous avez déjà échoué dans un dossier quelconque ou comment? Non, c'est-à-dire qu'il y a quelques mois que les choses étaient très difficiles pour nous parce que nous faisions face à des dirigeants qui ne partageaient pas les mêmes valeurs de l'état de droit démocratique que nous. Mais maintenant, avec les nouveaux régimes, les nouveaux dirigeants, nous travaillons en symbiose, nous collaborons et nous sommes contents de la manière dont les choses sont en train d'évoluer. Et j'ai dit, nous restons vigilants et mobilisés pour éviter que ça ne soit pas un élan de quelques temps. Il faut que ça aille jusqu'au bout, que nous arrivions tous à éradiquer ce phénomène de corruption qui est à la base aujourd'hui de la paupérisation des Congolais. Les Congolais ne méritent pas ça, mais nous sommes critiqués par tout au monde. On dit, mais vous êtes quels gens, quel peuple, vous avez beaucoup de richesses dans votre pays, mais vous êtes des pauvres, vous êtes les derniers parmi les pauvres. Alors, nous devons inverser maintenant les choses. D'accord. Travaillons, combattons la corruption parce que c'est ce fléau-là qui est à la base de notre pauvreté. Georges Kapiamba, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission Autour du Plan. J'aimerais que vous puissiez regarder tout droit l'objectif de votre caméra pour attirer l'attention du peuple congolais par rapport au dossier Vitali Kamere. Est-ce que ce dernier va-t-il bénéficier d'une faveur émanant de son chef, je dirais du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ou carrément vous allez demander à la justice de bien faire son travail? Alors, moi, en tant que militant de l'état de droit, je ne peux pas, moi, voir une quelconque solution par rapport à Vital Kamere dans les chefs du président de la République, parce que ce n'est pas lui la justice. Le président de la République a des pouvoirs bien fixés par la Constitution et la Constitution lui interdit, lui, d'interférer sur la justice. Il a répété plusieurs fois que la justice doit fonctionner, faire son travail en toute indépendance, impartialité, mais dans le strict respect des lois de la République. Et donc, s'il y a des réponses positives ou négatives par rapport à Vital Kamere, ces réponses devront s'inscrire tout simplement dans le cadre de sa propre défense. Il devra se défendre, mais surtout collaborer avec la justice. Je suis certain qu'en collaborant avec la justice, il pourra bénéficier de faveurs, notamment des libertés provisoires, à l'instar de ce qui s'est passé avec l'ancien directeur de la Robank, mais aussi les patrons de Safricas. Voilà ce que moi je peux dire, tout en insistant sur le fait que les nouveaux dirigeants doivent prendre ça comme un signal fort, lancé à tout le monde pour dire qu'il n'y aura plus de sanctuaire pour les personnes qui pratiquent la corruption ou le détournement. Il doit être mis fin à ce système de pensée que quand vous êtes nommé mandataire, ministre, vous dites c'est notre tour aussi de nous enrichir. Ça doit prendre fin. Travaillons-nous tous pour les biens de tous les Congolais. Parce que si nous avons de bons hôpitaux, les jours où nous sommes malades, que vous soyez ministre ou un pauvre, nous irons dans les mêmes hôpitaux, nous aurons de bons soins. Aujourd'hui, avec la pandémie, les frontières fermées, nous avons constaté que c'est tout le monde qui est pénalisé parce que nous n'avons plus d'hôpital public. Que ce soit des ministres, des mandataires qui sont malades, ils sont obligés maintenant d'aller dans les mêmes hôpitaux. Donc, si nous travaillons, nous améliorons nos infrastructures, ça profitera à nous tous, à nos enfants et à toutes les progénitures qui viendront après.
Merci, Président Georges Kapiamba, pour ces VMI. Je crois que le peuple congolais a attendu à écouter religieusement ce que vous venez de dire, de faire comme annonce, comme un mot. Alors, ça n'est donc fini pour ces numéros de l'émission Autour du Plan. Alors, le plaisir était pour moi de vous le présenter. À bientôt.